Bonjour à tous, bienvenue donc pour ce webinaire, enfin cet atelier d'émergence de projet donc dans le cadre des appels à projets concernant l'innovation collaborative en région Bretagne. Donc nous sommes les 7 pôles de compétitivité bretons et voilà, on va vous présenter les opportunités qui s'offrent à vous dans les prochaines semaines et mois. Donc, tout d'abord, donc c'est un webinaire. On utilise la plateforme GoToWebinar. Donc voilà, vous ne pourrez pas activer vos caméras ou prendre la parole. Si vous avez des questions, on vous invite à utiliser l'onglet questions. Donc voilà, et puis il y aura une session dédiée donc pour y répondre à la fin du webinaire. Donc pour le dérouler, donc on va vous présenter un petit peu le cadre général. Ensuite, on vous présentera chacun des pôles de compétitivité on va dire notre feuille de route et nos actions spécifiques. Et on aura une intervention également des 7 technopoles de Bretagne. Donc c'est Fabien Leblaise qui fera la présentation, puisqu'on travaille évidemment conjointement avec les technopoles sur ces actions. Ensuite, on vous présentera donc un AAP un petit peu historique, maintenant on peut le dire, de la région Bretagne, qui est innovation collaborative au croisement des filières. Donc voilà, c'est un AAP voilà, pas qu'on pilote, mais où on est très impliqué aux côtés de la région Bretagne, donc pour dénicher de beaux projets structurants pour les filières d'intérêt pour la région. Ensuite, on aura une success story qui vous sera présentée justement, qui a répondu à cet AAP et voilà, pour qui ça a plutôt bien fonctionné. Donc, c'est le projet Cartam qui sera présenté tout à l'heure. Ensuite, on aura la présentation également de 2 autres guichets de financement, donc l'IDEMO régionalisé et l'IDEMO national. Donc, vous verrez qu'ils s'inscrivent un petit peu différemment dans le paysage des opportunités. Et après, donc, on aura une session de pitch donc au niveau des propositions de projets. Donc, certains d'entre vous ont des idées de projets qu'ils souhaitent présenter et d'autres ont des compétences donc pour intégrer des partenariats. Donc voilà, on fera ça en fin de webinaire. Donc concernant le cadre général, donc vous savez que la région Bretagne donc a adopté en 2020 donc ce qu'on appelle la stratégie régionale de recherche et d'innovation, donc la S3, pour la période 2021-2027, et dans lequel il y a donc une mise en avant de 5 domaines d'innovation stratégique qui recouvrent à peu près les compétences des pôles de compétitivité. Donc on a l'économie maritime pour une croissance bleue, donc ça c'est moi au titre du pôle mer. Il y a l'économie alimentaire du bien manger pour tous, donc là on va avoir Valorial et Végépolis Valais. Hein, en gros, l'économie du numérique sécurisé et responsable, donc là ce sera plutôt image et réseau. L'économie de la santé, du bien-être pour une meilleure qualité de vie, donc là on va avoir évidemment Atlampol biothérapie, et l'économie de l'industrie pour une production intelligente, où là ce sera plutôt EMC2 et qui j'ai oublié, ID for Mobility. Je crois que c'est bon, j'ai tout le monde. Et donc 3 axes transversaux donc, qui viennent compléter ces domaines. Donc on a les transitions numériques et industrielles, les transitions écologiques et environnementales et les transitions sociétales et citoyennes. Donc ça, c'est vraiment des grands leviers transversaux que vous retrouvez également sur les guichets nationaux. Hein. C'est toujours des paramètres à prendre en compte. Donc voilà, vous avez ces différents domaines d'innovation stratégique qui sont un petit peu plus détaillés par domaine. Vous voyez, je vais pas du tout les détailler pour chaque pétale, mais voilà, vous aurez la présentation à l'issue du webinaire et vous pourrez aller voir si voilà, vous avez quelque chose qui peut rentrer dans un de ces domaines. Voilà, donc les trois opportunités de financement qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc c'est, comme j'ai dit, donc le croisement de filières, l'IDEMO régionalisé et l'IDEMO national. Donc vous voyez qu'on est sur des échelles de budget qui sont différentes. Donc on est en dessous du million pour la AP croisement de filières, entre 1 et 4 millions pour l'IDEMO régionalisé et au-dessus de 4 millions pour l'IDEMO national. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui permet de couvrir un maximum de projets à des niveaux de TRL qui sont assez comparables, mais voilà, on peut quand même positionner plus ou moins haut dans l'échelle de TRL. Donc voilà, on a des financements qui viennent de la région Bretagne, du FEDER, de BPI France via les fonds France 2030. Donc voilà, tout ça va vous être bien détaillé dans les présentations qui vont suivre. Mais voilà à peu près ce qui vous attend. Et sur ce, je vais donner la parole à
Ah non, je vais d'abord dire le rôle des pôles. Donc, à quoi on sert les pôles dans tout ça? Donc, dans le cadre de l'AAP croisement de filières notamment, on réceptionne des pré-dossiers. Donc, vous avez vu qu'il y a une première deadline. En fait, ça marche en 2 deadlines. Donc, nous, on reçoit les pré-dossiers et on doit évidemment les relire, les argumenter et les préparer au dépôt du dossier final auprès des financeurs. Donc nous, notre force en tant que pôle de compétitivité, c'est d'avoir un réseau et de vous mettre en réseau avec de potentiels partenaires et notamment des partenaires qui portent un projet ou qui souhaitent s'intégrer à un projet. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait dans nos missions. On va vous aider également à structurer les projets, à vous conseiller sur leur montage, voilà, comment bien montrer les verrous technologiques, les leviers que vous avez pour les lever. Voilà, bien mettre en exergue également l'état de l'art, votre positionnement dans le marché, etc. Comment vous allez attaquer le marché. Voilà, ça, c'est toutes les questions qu'on a l'habitude de traiter dans les dossiers. Donc voilà, on peut vous aider à ce niveau-là également. Ensuite, on appose un label, donc vous passez devant nos instances de labellisation. Voilà, et le label pour le financeur est un gage de qualité technique. Donc voilà, ça montre au financeur que le projet a été vérifié d'un point de vue scientifique et financier. Et voilà qu'au niveau stratégique, le projet est intéressant pour les financeurs. Et enfin, on a tout un réseau d'experts chacun qui peut également vous appuyer. Hein. Vous restez les experts dans vos domaines respectifs, mais on peut vous apporter des petites visions externes, on va dire, avec pour vous challenger ou voilà, pour peut-être soulever des points qui pourraient vous avoir échappé. Donc voilà ce qu'on peut faire pour vous et ce qu'on fait généralement avec grand plaisir. Donc là, vous avez tous nos contacts pour chaque pôle. Donc vous n'hésitez pas, encore une fois, vous aurez la présentation à l'issue du webinaire. Donc vous n'hésitez pas à prendre contact avec les pôles qui vous intéressent. Et sur ce, je passe la parole à Aude pour la présentation d'Atlampol Biothérapie. Bonjour à tous, donc moi c'est Aude Breton en charge d'Atlampol Biothérapie sur le territoire de la Bretagne. On est un pôle de compétitivité sur la thématique de la santé. On a un réseau à peu près de 200 membres, donc aussi bien des entreprises que des laboratoires académiques, que des centres de soins, donc CHU, centres hospitaliers, cliniques privées, etc. Et aussi des structures de développement économique. Depuis la création du pôle, on a labellisé plus de 950 projets en tenant compte de l'année 2023. Donc, comme vous l'expliquez Anaïs, le label, c'est vraiment un gage de qualité auprès des financeurs de la cohérence et de la pertinence technique et scientifique de votre projet. Et donc, nous, on est répartis sur 3 régions, les Pays de la Loire, la région Bretagne et la région Centre. Et on accompagne donc des porteurs de projets et des entreprises sur 4 grandes thématiques en santé, qui sont les biotechnologies, la bioproduction et la pharma, les technologies médicales innovantes, le numérique pour la santé et tout ce qui peut être prévention des maladies. Voilà pour ma part. Merci Aude. Et du coup, c'est Marie-Christine, l'ancien pour EMC2. Merci Anaïs. Donc effectivement, donc je suis en charge du pôle EMC2 en région Bretagne. Donc c'est le pôle dédié aux technologies de fabrication, donc qui est implanté effectivement en Pays de la Loire historiquement, créé à l'initiative d'Airbus Autochâssis International, filiale de Renault, Naval Group, Chantier de l'Atlantique et Beneteau. Du coup, le pôle représente effectivement 401 membres, donc à la fois des acteurs industriels de toute taille, hein, que ce soit des grands groupes entreprises de taille intermédiaire et PME, mais également des acteurs académiques et des partenaires et des institutionnels. Donc la feuille de route en fait s'appuie sur donc les 5 domaines d'activité stratégique que vous avez sous les yeux, donc à la fois produire mieux, donc des enjeux de performance industrielle avec des sujets autour des matériaux et des procédés avancés, produire plus propre, dans le cadre d'une industrie durable et décarbonée avec des sujets qui concernent tout ce qui est allègement des structures, mais également efficacité énergétique de l'industrie.
Produire connecté, industrie numérique, également avec des sujets autour du jumeau numérique. Par exemple, produire ensemble l'humain au cœur de l'industrie, donc tout ce qui va être assistance à l'opérateur, voilà, évolution des compétences et des savoir-faire et leur transmission surtout. Et donc produire local, industrie collaborative, solidaire et souveraine, donc des enjeux de symbiose industrielle ou encore des plateformes collaboratives, la mutualisation de moyens. Voilà. Et ben écoutez, je passe la parole au prochain. Merci. Et c'est Pierre, merci Marie-Christine Pierre pour Idéfort Mobility. Oui, merci. Bonjour à tous, donc Pierre Servel, je représente aujourd'hui le pôle Idéfort Mobility. Nous, notre pôle est consacré aux mobilités terrestres. Donc on est basé sur le Grand Ouest, Bretagne, Pays de Loire et Nouvelle-Aquitaine. Donc on a à peu près 400 membres répartis sur ces 3 régions. On accompagne plus de 400 projets depuis la création du pôle. Nous, notre feuille de route, elle s'intéresse à 4 écosystèmes. Donc tout ce qui est industrie des mobilités, tout ce qui est fabricant de véhicules, hein, donc on parle de voitures, de camions, de véhicules off-road, mais jusqu'à aussi fabricant de véhicules un peu intermédiaires, voire de trottinettes. On s'intéresse aussi également à tout ce qui est infrastructure de transport, donc infrastructure de sécurité, infrastructure énergétique, infrastructure de surveillance. Et puis finalement aussi le dernier domaine sur lequel on va travailler, c'est tout ce qui est services liés à la mobilité. Et là, on va retrouver tous les services type logiciel, gestion de trafic et compagnie. Voilà. Donc voilà pour ma part. Donc on est 3 personnes s'occupant d'accompagner les porteurs sur l'innovation. Donc moi à Rennes, ma collègue Éléonore à Nantes et puis Véronique qui est basée au Mans. Voilà. Merci Pierre. Et du coup, c'est Florence pour Images et Réseaux. Oui, bonjour à tous. Images et Réseaux, donc le pôle de compétitivité sur toutes les technologies du numérique. Pour notre part, on couvre les régions Bretagne et Pays de la Loire avec un site à Lannion, un site à Rennes et un site à Nantes également. Vous allez retrouver nos grands domaines technologiques qui sont assez larges, allant de tout ce qui va être données et intelligence artificielle, réseau infrastructure, tout le volet IoT avec les capteurs, la partie logicielle et intégration de solutions également, le photonique et le quantique, image immersivité, jumeaux numériques également, et puis un volet cybersécurité. En axe transversal, on retrouve également le numérique responsable. Pour ce qui est de l'écosystème, on compte 260 adhérents aujourd'hui avec 60% de représentation de PME. Et puis, on compte également des grands groupes et des académiques. On affiche 557 projets d'innovation financés et on s'appuie sur un pool d'experts de 45 experts indépendants pour accompagner et évaluer les projets d'innovation. Et dans les grands services que l'on peut proposer, effectivement, on va retrouver à l'image des autres pôles un accompagnement de vos projets d'innovation en relecture en interne, en équipe et en labellisation auprès de nos experts. On vous accompagne dans le développement de votre réseau et de la valorisation de vos innovations et de vos projets. Et on propose également des diagnostics de maturité IA et on vous accompagne aussi à l'Europe. Merci Florence. Eh ben, c'est à moi. Donc moi, je suis Anaïs Turpot, je représente le pôle mer Bretagne Atlantique, donc le pôle de l'innovation maritime, donc sur les régions Bretagne et Pays de la Loire. Donc nous, pareil, les missions à l'image des autres pôles, donc c'est accompagner et fédérer l'innovation maritime sur les 2 territoires. Contribuer au développement d'une économie bleue qui est durable, responsable et souveraine, c'est vraiment notre feuille de route pour la phase qui nous concerne. On cherche également à positionner et à renforcer votre visibilité, en tout cas la visibilité de nos membres, et voilà, et à faciliter l'évolution des compétences en rapport avec les besoins de demain. Donc nous avons 442 adhérents en 2023, dont les 3/4 sont des PME, donc qui est vraiment notre cœur de cible et les adhérents qu'on accompagne le plus régulièrement. Donc on est à peu près tous dans les mêmes zones, on a à peu près 560 projets innovants qu'on a accompagnés.
Donc voilà, en général, on affiche pareil un taux de financement des projets d'à peu près 75%. Voilà, et on travaille sur 6 grands domaines d'action stratégique, donc que sont la défense, la sûreté, la sécurité maritime, avec voilà la cybersécurité, la sécurité des personnes, etc. Le naval et nautisme avec un gros volet green ship et smart ship également, ça va avec, bien souvent. Ensuite, on a les ressources énergétiques et minérales marines, donc là où on va plutôt tourner autour notamment des énergies marines renouvelables et de l'hydrogène notamment. Ensuite, on a les ressources biologiques marines qui s'organisent en deux sous-thématiques, on va dire, la pêche et l'aquaculture d'un côté et les biotechnologies marines de l'autre. Ensuite, on a le littoral et l'environnement marin. Donc là, c'est un gros DAS, un domaine d'action stratégique, pardon, voilà, où on va avoir le suivi du trait de côte, la pollution marine, etc., etc. Et enfin, les ports, les infrastructures et la logistique, où là, on va avoir tout le pendant portuaire lié au green ship notamment, donc qu'on appelle le green port, le smart port, voilà, l'accueil de ces nouveaux bateaux et puis la modernisation notamment des infrastructures portuaires. Voilà, n'hésitez pas et je passe la parole à Gwen pour Valorial. Yes, merci Anaïs. Donc, Gwen Weber pour le pôle Valorial. Donc, on est un pôle dédié à l'agriculture et l'agroalimentaire. On est basé sur 3 régions, donc Normandie, Pays de la Loire et Bretagne. Je me rends compte que j'ai pas bien fait mon travail parce que je n'avais pas mis les chiffres à jour, mais donc on a bien 4 missions, donc la mise en réseau, hein, comme Anaïs le présentait plus tôt dans la matinée. Et en 2023, on était à presque 400 adhérents, à 392, dont 2 tiers d'industriels et à peu près la moitié de PME. Ce qui représente à peu près 5000 personnes avec qui on peut vous mettre en réseau. On a un deuxième métier qui est faire du ressourcement, donc vous apporter des connaissances via nos lettres de veille, via nos journées thématiques. Vous apportez de la visibilité aussi, donc ça c'est parce que parmi les 390 adhérents, on a presque 900 structures finalement, donc ça permet aussi de mettre en avant pas mal de vos filiales, etc. Et puis, notre dernier métier, c'est de conseiller en innovation ou en montage de projets, également, comme le présentait Anaïs plus tôt. Et donc là, Valorial, à la fin 2023, ça représentait à peu près 600 projets qu'on a accompagnés, donc 1,5 milliard, 1,6 milliard de fonds investis en R&D. Nous, on a 6 domaines d'action, donc comme je vous le disais, depuis le champ jusqu'à l'assiette finalement, puisqu'on couvre toutes les thématiques qui sont liées finalement aux ressources naturelles, à l'adaptation au changement climatique, donc ça peut aller voilà, de l'eau, du climat, du sol, jusqu'à donc du coup en passant par donc du coup la ferme et l'usine agroalimentaire du futur, avec la production animale et végétale durable. On passe aussi vers tout ce qui est coproduit, valoriser les coproduits des industries agri et agroalimentaires pour faire de la bioéconomie, excusez-moi. Et puis, on a des thématiques aussi qui sont en lien avec une alimentation sûre, saine et durable, donc tout ce qui va être qualité et sécurité de l'aliment. Excusez-moi, et un dernier DAS, donc du coup, domaine d'innovation prioritaire, pardon, qui concerne donc tout ce qui va être marketing innovant, usage alimentaire, nouveaux services liés à l'agroalimentaire innovant. C'est bon pour moi. Je ne sais pas si ma collègue de VGPolis est arrivée, mais je peux également présenter la slide pour elle si besoin, parce que c'est la dernière. Ouais. Je ne crois pas qu'elle soit là, donc je veux bien que tu... Yes. Je vérifie juste, mais... Non, il me semble qu'elle n'est pas arrivée, donc vas-y. Et donc, le dernier pôle qui se présente aujourd'hui, donc c'est VGPolis Vallée. Dû à des petits soucis, je pense, de déplacement, elle ne peut pas être là. Claire Delaunay et Clémence Monod, mes collègues du coup de VGPolis, qui est un pôle qui va plutôt être sur le végétal, donc un peu plus l'amont-aval, même s'ils ont aussi des compétences qui vont jusqu'à l'alimentaire. Donc, ils ont beaucoup de régions sur lesquelles ils sont actifs finalement, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne et Centre-Val de Loire. Donc ça leur donne une grosse couverture et donc pas mal de membres, puisqu'ils en sont à 600 membres, 1000 projets accompagnés, ils sont nombreux, 40 collaborateurs. Voilà, et puis donc du coup, ils ont plusieurs domaines d'innovation prioritaires, j'imagine. Le végétal pour l'alimentation humaine et animale, donc, comme je le disais, les nouvelles technologies et pratiques pour les systèmes de production végétaux, agromatériaux et biotransformation, la santé du végétal. Donc, quand on dit santé, ça va être c'est à gauche, la nutrition et la protection de la plante. Ils sont aussi sur l'horticulture avec le végétal urbain et sur le cosmétique. Tant mieux.
Voilà. Et donc, cette levée de performance, en fait, on a un peu tous les mêmes métiers, mais c'est bien la mise en réseau, donc le développement des filières et des territoires, l'intelligence économique, donc la veille, en fait, finalement, la mise en marché et approche consommateur, donc la mise en visibilité de leurs adhérents, et puis donc l'accompagnement à la mise en marché de nouveaux produits qui sont probablement issus des projets. Une présence à l'international aussi, des accompagnements pour la levée de financement privé et des accompagnements sur la stratégie d'entreprise. Voilà, j'espère avoir fait justice. Merci Gwen, c'est pas forcément évident, donc merci d'avoir pris la parole. Et du coup, c'est Fabien qui va nous présenter donc les missions des 7 technopoles de Bretagne. Ah, on t'entend pas Fabien. Non, on t'entend pas. Je regarde. Ouais, ton micro est activé pourtant. Je suis la seule à pas l'entendre ou... Je confirme, non. Anaïs. Je confirme, ouais. on n'entend pas. On a testé tout à l'heure, on voyait bien ta tête, mais on n'a pas entendu tout à l'heure, Fabien, en effet. Ça doit être dans les paramètres, Fabien. Ouais. Les paramètres audio. Non, toujours pas. Si, c'est bon. Si, c'est bon. Nickel. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Là, c'est Vas-y. bon? Oui, c'est bon. Ah, super. Donc, bonjour à tous. Fabien Leblaise, au titre des 7 technopoles de Bretagne. Avant tout, un grand merci à l'ensemble des pôles de compétitivité bretons de nous donner la parole ce matin pour présenter notre action en Bretagne et nos synergies, on va dire, de longue date avec l'ensemble des pôles de compétitivité. Nous sommes une association aujourd'hui qui a été créée en 2014, qui rassemble l'ensemble des 7 technopoles de Bretagne, qui est un réseau clé aujourd'hui au niveau régional dédié à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Notre métier, c'est d'accompagner la création et le développement d'entreprises innovantes sur l'ensemble du territoire breton, avec en moyenne, sur les chiffres 2022, 80 entreprises innovantes qui ont été accompagnées en phase de création et en moyenne 400 entreprises qui sont accompagnées dans leur phase de développement. Et donc, notre accompagnement, il se structure autour de 6 principales actions: de la sensibilisation à l'entrepreneuriat et à l'innovation, notamment auprès de différents publics, par exemple un public étudiant. Nous allons aussi accompagner donc la création et le développement d'entreprises innovantes, nous appuyer sur un ensemble de dispositifs structurants à l'échelle de la région Bretagne, tels que l'incubateur régional Emergis, le réseau Deep Tech, donc qui a pour but de favoriser l'émergence de startups issues des laboratoires de recherche bretons, ou encore des programmes d'accélération tels que Booster Bretagne. On va également avoir une action, on va dire, de formation tout au long de l'année auprès de ce public d'entreprises innovantes et organiser des événements, des temps forts tout au long de l'année, tels que par exemple les rencontres du Grand Ouest ou Go Innovation and Business. Donc, les 7 technopoles de Bretagne, dans leur accompagnement, vont notamment mobiliser, donc ça c'est sur la slide suivante, Anaïs, donc plusieurs dispositifs régionaux. Donc, je vous en ai mis quelques exemples à la slide sur des dynamiques, on va dire, de projets individuels, des projets collaboratifs. Et dans le cadre notamment des programmes d'innovation collaboratifs, on va travailler de manière très synergique avec les pôles de compétitivité sur les thématiques proposées par les porteurs de projets en territoire. Et donc, notre synergie avec les pôles, elle va avant tout reposer sur un apport de recommandations sur des compétences ou des expertises issues d'entreprises qu'on accompagne pour les mettre en relation avec des programmes en cours d'émergence, des programmes d'innovation. Et puis, on va proposer également au pôle un regard et une lecture critique aux dossiers qui sont en train d'accompagner. Donc ça, c'était un deuxième point, on va dire, de synergie. Et puis, on aura aussi un rôle à l'issue des projets de mettre en visibilité finalement les projets qui auront été réalisés pendant 2 à 3 ans. Voilà de manière très succincte, sur le temps qui m'était dédié, une présentation des 7 technopoles de Bretagne. Merci beaucoup Fabien. Merci. Et du coup, on va pouvoir passer
à la présentation donc, du guichet, enfin de l'appel à projet innovation collaborative au croisement des filières. Et donc, je vais donner la parole à Pierre qui Oui, va vous présenter tout ça. merci Anaïs. Donc du coup, là, je vais passer à la présentation de cet appel à projet. Pour rappel, hein, cet appel, il situé vers la gauche par rapport aux trois projets qu'on va présenter aujourd'hui. L'objectif de l'appel à projet l'innovation croisement des filières, ils sont au nombre de 3. Donc, il s'agit de favoriser l'émergence de projets de R&D collaboratifs visant à la mise au point de produits, services, procédés innovants, à même d'avoir un impact en termes de création d'activités et d'emplois. Donc là, c'est très important parce que ce qui sera regardé dans vos projets, c'est de savoir si vous allez créer des emplois et de l'activité sur le territoire breton. Le deuxième objectif est de créer des synergies entre les entreprises et les laboratoires, parce qu'il s'agit de projets collaboratifs, donc c'est quelque chose qui est très important pour cet appel. Et le troisième est de soutenir au croisement des filières l'innovation fortement porteuse de valeur portée par des entreprises. Voilà, donc ça, c'est un des objectifs de l'appel, c'est d'accompagner les entreprises et notamment les PME. Slide suivante, si tu veux bien, les critères d'éligibilité. Donc, il s'agit de mener un projet de R&D collaboratif, structurant pour l'économie régionale. Donc, on parle bien des projets qui auront un impact en termes de développement et d'emploi. Les projets présentés devront s'inscrire dans au moins 2 des 5 domaines d'innovation stratégique qu'a présenté Anaïs en préambule, y compris des axes transversaux de la S3 Bretagne. La nouveauté de cette année, pour ceux qui connaissent un petit peu cet appel à projet, c'est qu'on parle bien de projets collaboratifs avec 2 entreprises au minimum et un laboratoire. Et ces projets peuvent être portés par une entreprise de toute taille, grande entreprise, ETI ou PME, mais il doit y avoir au moins une PME dans le consortium et associé à un organisme de recherche. Voilà. Type laboratoire, obligatoirement. Les entreprises en difficulté ne sont pas éligibles pour les projets. Et les projets présentés devront être labellisés ou collaborisés par un des 7 pôles de compétitivité présents en Bretagne, ceux qu'on vous a présentés précédemment. Le collabel étant obligatoire si le projet s'inscrit dans un des domaines d'activité stratégique des pôles présentés juste au-dessus. Voilà. La suite. Alors, les critères de sélection. Les critères de sélection, ils sont assez classiques. On va regarder avant tout le caractère structurant du projet au niveau régional, en termes d'impact et d'emploi. On va regarder aussi assez finement le caractère innovant du projet et sa viabilité. Donc, il faudra être assez précis sur l'état de l'art du projet, sur lequel il s'inscrit, sur le marché sur lequel vous voulez déposer un produit ou un service. On va regarder notamment les retombées économiques et technologiques en termes d'emploi, en termes de brevets. Ça, c'est quelque chose qui sera pris en compte. Notamment, la qualité du consortium est importante, notamment le poids de l'entreprise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que le consortium est équilibré? Est-ce que chaque partenaire apporte une compétence au sein du projet? Seront évaluées aussi la capacité à gérer ce type de projet en termes de gestion, mais aussi de gestion des aides publiques, si jamais vous êtes financé via du FEDER. Il y aura des points d'attention notamment sur la proportion de financement demandée par les centres de recherche. Et il faut avoir en tête qu'il y a une limite de 40% maximum qui sera imposée sur l'ensemble des aides sollicitées. Les projets qui s'inscriront dans la S3 et notamment dans l'axe transition écologique, sociale et numérique et industrielle seront regardés avec un peu plus d'attention que les autres. Voilà. De la même manière, les projets collabisés par deux pôles sont privilégiés. Bien évidemment, les projets devront être complets, mais on est là, nous, les pôles, pour vous accompagner sur ce point-là. On va bien vérifier avec vous que vous apportez toutes les pièces nécessaires à la constitution du dossier. Et dernier point, même si ce n'est pas rédhibitoire, les projets qui ont été déjà financés l'année précédente ne seront pas prioritaires. Donc, ça veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire, mais seuls les projets qui n'ont pas déposé des projets seront prioritaires. Voilà. Si on avance, les modalités de l'aide. En termes de projets, on attend des projets entre 500 000 € et 1 million d'euros. On a mis entre indicatifs, c'est-à-dire que vous pouvez dépasser légèrement les montants, mais il faut que ça reste dans cette fourchette-là dans l'esprit. Concernant la durée, on attend des projets entre 12 et 36 mois, et là, pour le coup, il n'y aura pas de dépassement possible en termes de durée. L'aide apportée pour les projets sera en termes de subvention, elle sera calculée en appliquant un taux au total des dépenses éligibles.
Et pour les entreprises, il y a une distinction en fonction de votre taille. Donc, 45% pour les PME, 30% pour les ETI, 25% pour les grandes entreprises. Un complément de financement pour aller jusqu'à 5% en fonction de votre situation dans le cadre d'une convention de partenariat région EPCI. Voilà. Et concernant les organismes de recherche, voilà, donc seront pris en compte 100% des coûts additionnels pour les centres de recherche publics et 80% des coûts retenus pour les centres techniques. Voilà. En termes de financement, ce sera du financement soit de la région Bretagne, des collectivités partenaires et éventuellement du FEDER. Voilà, le cas échéant. Et si on avance, voilà, on vous a mis quelques exemples de budget pour que ce soit un peu plus visible. Ce qu'il faut savoir, c'est que seules les dépenses de R&D et de travaux réalisés en Bretagne seront prises en compte. Donc ça, c'est important, notamment pour les grands groupes qui ont des sites un peu partout. C'est vraiment les personnes qui travaillent en Bretagne qui pourront être éligibles. Concernant les entreprises, le budget il sera monté de cette façon-là. Vous allez pouvoir mettre les dépenses de personnel de R&D, ingénieurs, techniciens travaillant sur le projet. Et on va appliquer un taux forfaitaire de 40% sur ces dépenses. Et ça pourra couvrir les autres dépenses type consommables, amortissement, sous-traitance, rémission. Donc voilà, donc si jamais vous êtes une entreprise qui avait 100 000 € de RH dans le projet, on va pouvoir appliquer ce taux de 40%, donc 40 000 € de frais de ce qu'on appelle overhead, frais généraux, ce qui vous fera un total de dépenses éligibles de 140 000 €. Donc ce sera votre budget. Voilà. Concernant les laboratoires et les centres de recherche, la constitution est un peu différente. Si on passe à la slide suivante, voilà. Toujours avoir à l'esprit que seuls les travaux de R&D réalisés en Bretagne sont pris en compte. La distinction pour les centres de recherche, c'est que donc on parle bien de dépenses de personnel de R&D additionnel, donc ingénieur de recherche, postdoc. Et là, la petite distinction, c'est qu'on va prendre en compte les consommables, la sous-traitance. Et le taux forfaitaire s'appliquera à ce sous-total de dépenses éligibles et il sera de 7%. Voilà. Donc, pour un budget de 50 000 € de RH, 25 000 € de consommables et 25 000 € de sous-traitance, ça fait un sous-total de 100 000 €. On va avoir 7% de dépenses indirectes, ça fera un budget de 107 000 €. Voilà. Voilà pour les dépenses. Je crois qu'on arrive au calendrier. Donc, cet appel à projet a été lancé en janvier, donc ce janvier-là. Vous avez la première deadline à avoir en tête, c'est le 14 mars. C'est la deadline sur laquelle vous allez pouvoir présenter un pré-dossier, qui est un petit dossier Word de 5 à 6 pages. Vous allez présenter les grandes lignes de votre projet. Ça, vous allez présenter ce pré-projet au pôle, ce qui nous laissera 2 semaines pour vérifier avec vous que tout le dossier est bien complet, cohérent, ajusté à la marge ce petit pré-dossier, ce qui nous amène à la deadline du 27 mars où on va présenter votre pré-dossier à la région. Voilà. Ensuite, ce qu'il faudra noter, c'est les dates de comité de présélection, donc le 10 et 11 avril. Et là, c'est une audition de votre projet où vous allez présenter votre projet face à un jury pendant 15 minutes avec des questions-réponses à la fin où vous allez pouvoir défendre votre projet. Si tout se passe bien, votre projet est présélectionné. Et là, on va rentrer dans la phase de labellisation par les pôles, comme l'a présenté Anaïs tout à l'heure, où on va pouvoir auditionner votre projet d'une manière un peu plus complète et apporter la lettre de labellisation. Pendant cette période-là, il y a aussi cette période où vous allez pouvoir constituer votre dossier complet avec une deadline le 4 juillet, avec la lettre de labellisation et un webinaire prévu le 4 juin pour vous présenter l'ensemble des pièces à présenter. Donc, vous serez bien coaché sur cette partie-là pour présenter votre dossier. Et si tout se passe bien, la décision de soutien et de conventionnement se fera au second semestre 2024 pour un début de projet fin d'année, début d'année 2025. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre. Ouais. Et je vous propose d'illustrer ce guichet de financement via une success story. Donc, c'est le projet Cartam. Et j'invite Alain, Monsieur Pobla, à activer son micro. C'est possible. Je suis présent, c'est Alban. Bonjour. Pardon, Alban. Pas de souci. Hop, C'est plus breton qu'Alain, peut-être. Et du coup, voilà, pour présenter le projet Cartam, la parole est à vous. Ça marche avec plaisir. Cartam est un projet collaboratif. Je vais décrire un petit peu les partenaires ensuite. Donc, je m'appelle Alban Pobla, cofondateur et dirigeant de Dilipix. Et Cartam, en fait, c'est un projet où on est parti d'une situation où on voulait construire un outil d'aide à la décision pour
connaître le meilleur moment pour intervenir sur des adventices jeunes. Hein. L'idée, c'est d'alerter sur la présence d'adventices toxiques, pas forcément des adventices concurrents en termes de nutriments, mais des adventices qu'on ne doit pas retrouver avec la récolte parce qu'ils sont consommés par des humains ou des animaux qui pourraient être intoxiqués par certains adventices. Et l'idée, c'est vraiment de les localiser en post-levée, c'est-à-dire la post-levée, je rappelle, hein, c'est quand 70% des plantes sont au stade cotylédon. Et dans une situation sèche, on attend le retour de conditions favorables pour appliquer des herbicides racinaires qui peut être pulvérisé même si la culture a commencé à lever. Et donc toutes les applications qu'on vise par ce projet, c'est vraiment des applications où on va étudier la dynamique de développement des adventices sur une parcelle, où est-ce qu'il y a des foyers par exemple, et puis de les mettre en relation ensuite avec le climat et faire une gestion pluriannuelle des parcelles, notamment au niveau de l'enherbement et des adventices. Donc la solution qu'on a développée à plusieurs, c'est une solution qui est capable de détecter les adventices les plus problématiques, notamment en grande culture légumière, petits pois, carottes, des adventices toxiques, hein, les localiser précisément, donc avec GPS RTK, on y reviendra. Et puis l'idée, c'est de transmettre la cartographie de présence des adventices toxiques dans des outils lisibles, avec des fichiers exploitables par n'importe quelle machine du marché, pour qu'on puisse faire de la pulvérisation ultra localisée au centimètre près, et donc diminuer par 10 quasiment les quantités habituellement pulvérisées sur les parcelles. Prochaine slide. Donc c'est un projet qui a été cofinancé par la région Bretagne, c'est ce que vient d'expliquer Pierre tout à l'heure. Donc l'idée, c'est vraiment de se réunir à plusieurs, à la fois des laboratoires de recherche comme l'INRIA et puis des acteurs du terrain comme Unilet, hein, c'est le syndicat interprofessionnel des légumes industriels. Et puis on était 3 jeunes startups, Neotech Vision, enfin startups ou jeunes entreprises ou petites entreprises, Neotech Vision, Copix et Dilepix nous-mêmes, donc 3 acteurs du territoire breton, sur chacun avec des complémentarités de compétences. L'idée, c'est que Neotech se chargeait plutôt de la capture des images et des vidéos sur le terrain. Dilepix faisait l'analyse des données et l'INRIA les localisait au bon endroit dans l'espace. Et Copix s'occupait de bien gérer que l'ensemble des données échangées entre les différents acteurs finissent par former un fichier de localisation des adventices parfaitement formaté pour qu'il puisse être exploité ensuite par un pulvérisateur. Le budget, c'était à peu près 600 000 euros, 587 000 euros sur 36 mois. Next slide. Merci. Alors pour l'histoire du projet, ça a commencé pas mal en amont en fait. En 2017, on a commencé à travailler avec notamment Vegipolis Valais, avec un groupe de travail qui consistait à réunir une quarantaine d'acteurs bretons pour identifier quels étaient les sujets qu'on aurait pu avoir en commun dans le but de postuler à des APP. Donc c'est ça qui est original comme démarche. On a été pas mal acteurs, nous-mêmes Dilepix à notre petit niveau, donc on est très content d'avoir pu travailler avec Vegipolis là-dessus. On a fait des grandes réunions, hein, vous imaginez 40 personnes autour d'une table pour discuter de sujets de recherche, mais ça a été très profitable puisque fait de ces de ce groupe de travail initial, on sont sortis 2 déjà sous-groupes, et puis chacun après a continué à avancer dans son domaine. Donc il y avait un sous-groupe qui s'est constitué sur la reconnaissance et la cartographie des adventices ou des maladies sur les grandes cultures céréalières par exemple, et puis un groupe sur l'optimisation de la récolte des choux-fleurs qui était très spécialisé. Et à l'intérieur de ce sous-groupe-là, on a raffiné et au bout d'un moment, on s'est retrouvé à 5, 6, 7 acteurs à se dire on a vraiment potentiellement un projet dans les mains. Et donc, on a commencé à travailler sur quel était le projet que l'on aurait pu déposer avant même de connaître un APP. Puis ensuite, avec VGPolis, avec Imager Réseau, le pôle Imager Réseau, on a identifié l'APP comme innovation collaborative au croisement des filières qui a été présenté précédemment comme étant le meilleur outil de financement de cette démarche. Et donc on a obtenu la double labellisation, ça a été indiqué aussi précédemment, Vegipolis Valais et puis Imager Réseau. Et on en reparlera un tout petit peu. À l'origine du projet, il y avait aussi un industriel, Triskalia Innovation, Eureden, qui a décidé de partir en cours de projet. Donc on a dû restructurer le projet. Mais c'est très bien passé en 2020. Hein, donc le projet a commencé en 2019 et s'est terminé en 2021. Next slide. Merci. Et donc ce qu'on a pu retenir de ce projet, qui a été une réussite hein, pour nous tous, c'est que pendant le montage du projet et pendant le projet, les points clés pour nous de succès de ce projet, c'est qu'on a identifié les bons partenaires avec lesquels on aimerait monter un projet avant même de déposer un projet. On ne s'est pas dit, tiens, on va déposer un projet à l'APP
de la région Bretagne. Et puis ensuite, on va chercher des partenaires pour voir qui peut nous aider. Non, c'est vraiment en amont de l'APP, en amont des outils de financement, qu'on s'est posé la question de quel est le projet collaboratif qu'on aimerait mener, parce que ça correspond à un besoin pour nous et un besoin du marché. Et donc, ça nous a permis d'être beaucoup plus rapidement prêts pour candidater à cet appel à projet, puisque on était tous d'accord sur le projet qu'on voulait déposer, le rôle de chacun dans le projet, et même quasiment le budget qu'on aurait aimé avoir. Et donc, ça a aussi orienté du coup le type de financement, puisque à chaque type de financement, comme ça a été indiqué précédemment, il y a des montants de financement qui correspondent à chaque appel à projet. Troisième point, donc je dirais que ce qui nous a servi, c'est qu'on a été très réactifs et que à chaque fois qu'il y avait un appel à projet qui sortait ou une nouvelle communication qui arrivait sur les appels à projet, on savait tout de suite si on devait se plonger dedans ou pas, ne serait-ce que par le dimensionnement, la nature des partenaires demandés par l'appel à projet, le montant, je viens de l'évoquer. Et c'était important aussi qu'on soit bien, qu'on se connaisse bien les uns les autres en amont, parce que ça a permis justement d'absorber ce souci qu'on a eu en cours de projet. C'est un changement de stratégie au niveau de la R&D d'un des partenaires, du fait Triskalia Innovation a intégré Eureden. Eureden a décidé d'arrêter certains projets. Et donc, comme on s'entendait bien, y compris avec Eureden et Triskalia, on a su trouver une restructuration du projet. Et le partenaire qui est parti n'a pas posé de problème pour qu'on puisse continuer sous un autre format en restructurant le consortium et en restructurant surtout le contrat de consortium, qui peut être parfois assez lourd dans les projets à pluriacteurs. Et puis, dans le cas d'Ilipix, par exemple, on avait commencé le projet en tant que prestataire de service d'Eureden, et comme Eureden a quitté le projet, on est devenu partenaire du consortium. Donc là, on a dû travailler avec les services de la région Bretagne, mais ça s'est très bien passé. Ça n'a pas pris des mois, ça a pris quelques semaines, le temps qu'on fasse les bons documents. Et donc, on est passé d'une situation où on était plutôt prestataire à facturer des prestations à partenaire où on a nous-mêmes investi de l'argent et du temps, évidemment, dans le projet, et on a eu droit à une aide auquel on n'avait pas le droit dès le départ de ce projet. Alors, les conseils que je pourrais donner en conclusion de la présentation de ce projet, c'est un conseil modeste, on n'est pas omniscient, vous avez 7 pôles de compétitivité qui sont bien plus compétents que moi sur ces sujets, mais globalement, nous, en tout cas, on a trouvé très intéressant et très pertinent de s'appuyer sur les collaborateurs et les collaboratrices des pôles de compétitivité en amont de notre besoin, pas au dernier moment parce qu'on a vu un appel à projet qui se finit dans une semaine. Donc on a vraiment discuté presque plus d'un an même avant que on dépose un projet. C'est eux qui ont les bons réseaux, les collaborateurs et collaboratrices des pôles de contact, qui ont les bonnes informations aussi sur les appels à projets. Ils ont quand même une activité de veille que nous, au niveau start-up, on a une dizaine de personnes, on passe pas notre temps à regarder les appels à projets et on ne connaît pas forcément aussi l'expérience acquise sur ces projets, taux de réussite, comment il faut postuler, qu'est-ce qu'attendent le jury, les jurys, pardon, comment il faut structurer le financement, est-ce que c'est plutôt des subventions ou des avances compensables, etc. Donc ça, c'est très important. Quand on est une société privée, on essaye de maximiser le côté subvention et minimiser le côté avance compensable. Et on essaye surtout de maximiser le taux de couverture, donc le ratio entre le budget qu'on dépose et l'argent qu'on nous propose de recevoir pour mener le projet. Moi, je conseillerais effectivement d'impliquer à chaque phase en amont du projet et pendant le projet le pôle de compétitivité. C'est pas une fois que le projet est commencé qu'il faut oublier le pôle parce que voilà, tout est fait. Non, non, au contraire, pendant toute la durée du projet, nous, on a fait des réunions régulières avec la personne qui nous suivait dans le pôle, qui était en l'occurrence Claire Delaunay. Et puis après, ça a été suivi par ses collègues. Et je pense que qu'il faut aussi bien prendre en compte dans un projet, notamment dans des projets pluriannuels qui peuvent durer 3 ou 4 ans, c'est de bien démarrer les réflexions sur la valorisation du projet une fois que le projet est terminé, pendant le projet, pas à la fin du projet. C'est ce qu'on a fait par nous-mêmes, donc on a même intégré dès le début du projet dans le contrat de consortium un modèle d'exploitation des résultats, de partage de la valeur entre les différents acteurs, qui a été validé dès le début du projet. Donc en fait, il n'y a eu aucune question qui s'est posée au cours du projet ou à la fin du projet pour dire comment on déclinait finalement ce mode de valorisation, puisque sa conception théorique avait été validée en amont du projet. Et donc ensuite, on s'est accordé entre nous et à tour de rôle, les partenaires, on est acteurs de la diffusion des résultats de ce projet-là, chacun sur son territoire, je veux dire de compétences, et selon les acteurs qui nous sollicitent pour en parler. Alors, je crois que j'ai terminé pour cet appel à projet, mais en conclusion, je dirais que c'était une belle réussite. D'abord, ça a permis quand même de financer de la R&D de au moins 3 startups et un grand groupe. Ça a permis de bien travailler aussi avec des acteurs du territoire
comme des laboratoires de recherche. Et nous, on est une start-up qui privilégie effectivement une approche deep tech de nos solutions. Donc, c'est important qu'on reste en contact avec les labos et qu'on reste state of the art, donc au meilleur niveau de l'état de l'art de notre technologie. Et des projets comme ça, cofinancés, ça nous permet de ne pas épuiser notre trésorerie à ces projets-là pour lesquels il y a un retour sur investissement qui est assez long. Et donc, c'est ça que permet le financement public sur ces types de projets, c'est de s'investir sur des sujets un peu techniques, un peu durs en technologie et ne pas attendre un retour sur investissement sous 6 mois. Là, on a 3-4 ans pour se préparer à la mise sur le marché ou la valorisation par un industriel des résultats auxquels on a contribué. Merci beaucoup. Merci. Pour ce retour d'expérience, toujours très intéressant. Et il me semble que vous avez une compétence à présenter également. Oui, on nous avait proposé dans le cadre du séminaire d'aujourd'hui de présenter un petit peu qui on est. Donc c'est ce que je vais faire maintenant très rapidement. Donc Dilypix effectivement est une deep tech issue de l'INRIA. On est spécialisé dans le domaine de la vision par ordinateur et de l'intelligence artificielle, notamment du deep learning. On est une société de logiciels. On ne vend pas de capteurs, on ne vend pas de machines. On vend des logiciels qui viennent à l'intérieur de solutions. On propose des services de conseil en intelligence artificielle. On accompagne les entreprises dans l'élaboration, la conception, la mise en œuvre de solutions basées sur le machine learning et puis la vision par ordinateur. On a aussi une branche développement logiciel. On fait du développement à façon sur l'IA et la vision par ordinateur pour tout type d'entité. On est spécialisé dans l'agriculture, mais on travaille dans d'autres secteurs industriels. On a aussi une plateforme d'analyse de données cloud sur Amazon Web Services, sécurisé, et puis on fait bien sûr de la maintenance et du support. On accompagne nos clients depuis l'idéation d'un projet, quand le client veut faire un cas d'usage et aimerait utiliser la vision par ordinateur et l'intelligence artificielle, eh bien on l'accompagne en faisant des workshops, des meetings avec le client et en lui donnant un rapport issu de ces réunions pour lui dire comment nous on verrait le projet et comment on le conseille. Et puis ça peut aller après étape par étape, étude de faisabilité, preuve de concept, prototype, pilote industriel, jusqu'à la réalisation d'un produit minimum viable. Ce qui est important de comprendre, c'est que Dilypix ne déploie pas ses propres solutions. On construit des briques qui viennent dans les solutions de nos clients. Nous, on ne vend jamais à l'agricultrice ou l'agriculteur une solution. On travaille toujours en B2B avec des acteurs du territoire. Et donc, comme je le disais, notre expertise, c'est vision par ordinateur et puis logiciel soit embarqué dans des machines agricoles, soit le logiciel de monitoring des cultures et des élevages dans le cloud. Un bon exemple du type de projet qu'on peut mener aussi, je vous ai présenté Cartam, mais on a un autre projet par exemple qui nous a été présenté encore une fois par VG Police Valley. Merci beaucoup à eux. Donc c'est un gros consortium de 16 partenaires au niveau européen, c'est un budget de 6 millions d'euros. Et on a été présenté effectivement aux porteurs de projets espagnols en amont, avant que la candidature soit déposée. On a contribué à la candidature de ce projet. Et c'est un projet qui vise à l'échelle de l'Europe, sur 4 années consécutives, à définir et à développer des outils de mesure des pertes à la production agricole. Et nous, on est chargé dans ce projet-là d'embarquer des technologies sur des vecteurs mobiles comme un tracteur ou un drone pour surveiller les cultures et estimer les pertes agricoles dans les champs. Par exemple, en ce moment, on fait de la captation de données sur des champs de chou-fleur pour identifier, j'en ai parlé tout à l'heure en amont, pour identifier des maladies ou des pertes à la récolte. Donc c'est très important, encore une fois, même si on est une société de service, de se tourner vers les pôles de compétitivité, parce que par exemple, dans ce projet-là, on va toucher 460 000 euros sur 4 ans de subventions 100% recherche de la Commission européenne. Donc c'est très très substantiel pour nous dans notre trésorerie, ce type de projet. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. Et du coup, je me permets de donner la parole à Claire qui nous a rejoint du coup du pôle VG Police et qui n'a pas pu présenter tout à l'heure. Claire, si tu veux dire un mot du coup, parce que Gwen a présenté VG Police brillamment, et puis mais bon, ça te permet de prendre la parole. Pardon. Oui, bonjour. Vraiment navrée de mon retard. Merci beaucoup en tout cas Gwen d'avoir présenté au pied levé VG Police Valley. Oui, merci beaucoup Alban pour ta présentation sur Cartam et puis sur Follow. Vous souhaitez que je fasse un petit mot sur VG Police ou? Écoute, moi je pense que ça va, comme tu veux. Comme tu veux. Je pense que Gwen a probablement très bien présenté, donc je ne vais pas en rajouter une couche, peut-être juste pour synthétiser. En fait, Alban a présenté un projet qui est très positionné en amont dans la production agricole, sur tout ce qui est développement de nouvelles technologies. Donc pour les acteurs qui participent aujourd'hui, qui ne sont pas dans le monde agricole, on peut dire que dans les productions végétales, en fait, il y a vraiment 3 axes sur lesquels on travaille, en particulier sur
tout ce qui est développement de nouvelles technologies et pratiques pour les systèmes de production, donc tels que le projet Cartam et Folou, mais on travaille également sur tout ce qui est création de nouvelles variétés et performance des semences et plants, et sur tout ce qui est développement d'intrants pour la santé du végétal, que ce soit des biostimulants, des engrais, ainsi de suite. Voilà. Et après, on travaille en collaboration avec Valorial sur les thématiques plus usage en fait du végétal, donc que ce soit pour l'alimentation humaine ou animale, pour les agromatériaux, le végétal urbain, la nutrition, prévention, santé, bien-être, cosmétique. D'ailleurs, pour lesquels on peut travailler aussi en binôme avec Images et Réseaux beaucoup, avec Bretagne Santé, je vais oublier le site, m'excuser, Atlampol Biothérapie, pardon, et puis avec EMC2 pour la partie agromatériaux. Voilà, c'était une petite passe rapide. Merci Claire. Super, merci beaucoup. Et du coup, je vous propose de passer donc à la présentation des deux autres appels à projets, donc que sont IDEMO régionalisé et IDEMO national. Et c'est Gwen qui va s'en charger. Merci de me passer la parole, Anaïs. Donc, vous avez déjà une bonne vision de ce qu'est un projet collaboratif avec la présentation de l'appel à projet Croisement de Filières juste avant, faite par Pierre. Et donc là, on va faire une redite, entre guillemets, même si ce n'est pas la même catégorie de projet, puisque là, on va se situer dans des projets d'envergure un peu plus importante, c'est-à-dire entre 1 et 4 millions d'euros. Vas-y, tu peux aller sur la slide suivante, Anaïs, si tu veux. Donc, l'objectif reste quand même globalement le même, et ce sera souvent le cas dans les appels à projets que nous, en tout cas, on vous présente, puisqu'en fait, on est là pour faire du développement économique par l'innovation. Et donc, du coup, ce sont des projets qui ont vocation à créer de nouveaux produits, procédés ou services innovants à forte valeur ajoutée et qui ont un potentiel de croissance à la fin du projet ou quelques années après la fin du projet, potentiel de créer donc des emplois et du chiffre d'affaires. Donc voilà, leur réalisation peut comporter des phases de recherche industrielle, voilà, destinées à lever des verrous technologiques importants et de faire du développement expérimental par la suite. Voilà. Tu peux aller sur la slide suivante. Mener un projet de R&D collaboratif à forte valeur ajoutée et avec des retombées économiques directes ou indirectes pour des filières, notamment en faveur des PME. Les projets devront présenter un consortium de partenaires constitué au moins de 2 entreprises industrielles, dont une PME ou ETI. Donc là, c'est un tout petit peu différent de l'appel à projet précédent, puisque là, vous avez un consortium composé d'une ETI, je crois, et d'un grand groupe, avec un partenaire académique. Et donc là, vous avez un consortium qui peut être éligible à cet appel à projet. Voilà. Il faut par contre que le consortium soit limité à 5 partenaires. Alors, 2 raisons à cette demande, c'est qu'en fait, les consortiums qui vont au-delà de 5 partenaires, c'est vraiment des projets très ambitieux et parfois un peu complexes à mener. Parce qu'il faut vraiment que pendant 3 ans, voire 4 ans, l'ensemble des partenaires reste sur la même longueur d'onde et ça peut être collaboratif. Il y a un micro qui est resté ouvert, je me permets, si quelqu'un peut le fermer. Voilà. Les projets pourront être donc intra- ou interrégionaux. C'est un peu particulier. Voilà, sur cet appel à projet-là, c'est que c'est un appel à projet qui est co-organisé, copiloté entre les régions de France et l'État. Et donc, il y a des financements qui vont provenir des deux, donc des régions et de l'État. Et donc, c'est ce qui permet, en fait, ce qui n'est pas possible dans le projet que vous avez vu, dans l'appel à projet que vous avez vu avant, ça permet de faire des projets interrégionaux, ce qui est assez rare et donc assez intéressant sur cet appel à projet-là. C'est-à-dire que vous pouvez vous associer, en fait, avec d'autres partenaires de régions qui ne sont pas forcément la Bretagne. Par contre, voilà, ça forcément amène aussi un petit peu de complexité parce que tous les acteurs autour de l'appel à projet doivent se parler entre eux, donc à avoir en tête. Pareil que pour l'appel à projet précédent, il faut absolument être labellisé ou co-labellisé. Alors, ce que je raconte, c'est vrai sur la Bretagne, c'est pas forcément vrai sur les autres régions. Chaque région a son cahier des charges, donc qui sont à peu près coordonnés et cohérents entre eux, mais il faut bien vérifier tous les cahiers des charges de toutes les régions lorsqu'il y a des partenaires de différentes régions impliqués. En Bretagne, en tout cas, il faut être labellisé ou co-labellisé par un des 7 pôles de compétitivité qui vous ont été présentés ce matin. Comme pour l'appel à projet avant, les collabels sont toujours très bien vus et très bienvenus. Voilà. Slide suivante, s'il te plaît, Anaïs.
Merci. Les critères de sélection valent quasiment de critères d'éligibilité, puisqu'en fait, c'est des appels à projets qui sont quand même assez concurrentiels. Donc, du coup, il faut vraiment coller à tous les critères de sélection pour être sur le haut de la pile, dirais-je, et d'autant plus quand vous êtes dans plusieurs régions. Voilà, donc le degré de réponse aux enjeux des filières, voilà, impactés, ça c'est important aussi, mais ce qui va être le plus important, c'est vraiment le degré d'originalité, sa présentation, c'est-à-dire la justification du fait que votre projet, il est innovant, qu'il est vraiment différent de ce qui existe sur le marché et de ce qui existe dans l'état de l'art. Toujours les deux volets à prouver. L'équilibre du plan de financement, en effet, ça, on est toujours sur des entreprises qui ont la capacité de mener des projets d'innovation sur plusieurs années et qui sont voilà, en bonne santé économique. Comme je le disais, c'est des projets qui ont vocation à faire du développement économique. Donc, à la fin du projet, on doit être capable de montrer qu'il va y avoir des retombées économiques à court terme, donc soit par la création d'un nouveau produit, d'un nouveau procédé, d'un nouveau service, ou par l'optimisation de choses déjà existantes, mais quand même innovantes, et donc qui permettront de créer du chiffre d'affaires et des emplois. Le business model est toujours une chose qu'il faut démontrer aussi. Enfin, sa validité. La capacité du porteur à mener à bien le projet, hein, notamment à le piloter correctement, et puis comment vous allez gérer la propriété intellectuelle et l'inscription dans l'écosystème local, quels bénéfices vous apportez finalement à votre territoire. Slide suivante, s'il te plaît. Yes. Donc là, c'est un peu les critères d'éligibilité. C'est des projets, donc différemment de celui que vous avez vu avant, qui sont entre 1 et 4 millions d'euros. Ce qui peut aller assez vite, finalement, quand on est presque 5 partenaires, même à 3, parce que 1 million d'euros, finalement, si on est 3, c'est quasiment donc 350 000 par partenaire. Sur 3 ans, c'est 100 000 euros par an. Ça peut aller assez vite, voilà. Donc, ce n'est pas non plus des projets qui sont inimaginables pour les entreprises, voilà, même PME. Et la durée donc des projets, c'est entre 24 et 48 mois. Au-delà de 48 mois, on considère voilà, que ce n'est plus vraiment des projets à vocation de développement économique, souvent parce que voilà, 48 mois, c'est quand même beaucoup de temps de recherche, notamment quand il s'agit de développer un nouveau service, produit ou procédé à mettre sur le marché. Il y a quand même cette notion d'aller assez vite. Les subventions sont calculées en appliquant des taux globaux. Donc, pour les entreprises, on peut aller jusqu'à 50% pour les PME, mais c'est souvent 45% à avoir en tête, entre 45 et 50, entre 30 et 35 pour les ETI et entre 25 et 30 pour les grandes entreprises. Donc là, c'est un peu, je ne sais pas si on a ça sur les slides d'après, mais c'est un peu comme tout à l'heure. Vous avez une assiette, par exemple, de 100 000 euros. Vous êtes aidé, si vous êtes une PME, à hauteur de 45 à 50 000 euros dessus. Voilà. Pour les organismes de recherche et de diffusion de connaissances, c'est jusqu'à 100% des coûts additionnels ou 50% des coûts complets. Ça, c'est plutôt à regarder au niveau de la structure de recherche. Hein. Ce n'est pas les régions qui répondront à cette question pour vous. Et pour les centres techniques qui ont notamment un accord, une convention cadre avec la région Bretagne, ça peut aller jusqu'à 80% des coûts complets. Là, on est là pour vous conseiller. Hein. N'hésitez pas à nous appeler parce qu'on a vraiment beaucoup l'habitude et on sait beaucoup de choses en relation avec comment la région Bretagne finance ses projets de R&D collaborative. Les modalités pour le e-démo régionalisé qui vous sont présentées là concernent l'appel à projet de la région Bretagne en accord avec l'État. Il ressemble au cahier des charges des autres régions, mais il est quand même spécifique à la région Bretagne. Donc, il y a des petites subtilités vraiment à avoir en tête. Voilà. Alors, sur la slide suivante, les modalités d'aide sont différentes. Je continue sur ma lancée. Donc, c'était vraiment spécifique à la région Bretagne. Pour exemple, vous voyez qu'en région Pays de la Loire, on a des modalités légèrement différentes. Et il faudra toujours aller par le cahier des charges qui est le plus restrictif pour que vous soyez éligible partout. Hein. Donc, par exemple, si vous avez un projet sur Pays de la Loire et Bretagne, n'hésitez pas à faire un projet qui ne va pas à 60 mois, mais à 48 mois, parce qu'il faut qu'il soit éligible dans les deux régions. Voilà. Et puis, les taux d'aide sont différents. Alors, par contre, ça dépend de chaque organisme qui est présent sur chaque région. Hein. Vous êtes une petite entreprise, donc moins de 50 salariés. Vous serez financé à 45% des aides en Pays de la Loire, alors que 45 à 50 en Bretagne. Sachez qu'en Bretagne, vous êtes financé en subvention si vous êtes une entreprise, alors qu'en Pays de la Loire ou dans les autres régions, ce n'est pas forcément le cas. Vous pouvez être financé avec une part de subvention à 60% en Pays de la Loire et le reste en avance remboursable. Donc, ce n'est pas la même chose. Par contre, pour les académiques, c'est quand même globalement la même chose un peu partout. Voilà. Sachez qu'en plus, vous avez et des financements régionaux et des financements de BPI. Donc, il y a aussi BPI qui rentre dans la boucle pour financer les projets. Après, normalement, BPI s'aligne sur les cahiers des charges qu'elle a normalement coécrits avec chaque région. Voilà. Les projets, chaque projet, hein, chaque projet doit correspondre
non seulement au cahier des charges, mais dans les cahiers des charges, il y a aussi les attentes territoriales un petit peu des régions, donc les filières des régions, et il faut répondre aux attentes qui ont été présentées par Anaïs en tout début de session. Par exemple, pour la Bretagne, c'est la S3, donc avec ses domaines d'innovation stratégique et ses axes transversaux. Voilà. Prochaine slide. Et bien, voilà, on vous a donné un exemple du document qu'il faudra remplir dans cet appel à projet, qui est légèrement plus complexe finalement que pour l'innovation au croisement des filières, mais là aussi les pôles sont là pour vous guider et vous aider. Ça reste quand même, on parle quand même de travaux réalisés en Bretagne. Si vous êtes une filiale de grand groupe, ça fonctionne aussi, bien entendu, mais par contre, il faut que ce soit une filiale avec un SIRET, c'est-à-dire une immatriculation et des salariés présents en Bretagne, voilà, tout simplement. Peu importe que votre centre de décision ne soit pas en Bretagne. L'important, c'est les travaux, c'est-à-dire les travaux réalisés, donc les salaires, les achats, etc., réalisés par une structure immatriculée en Bretagne ou dans la région dans laquelle vous souhaitez postuler au cahier des charges IDEMO-région de la région sur laquelle vous souhaitez postuler. Je me répète, pardon. Donc là, à la différence de l'appel à projet d'avant, vous avez les frais de personnel avec des frais forfaitaires à 20% sur les frais de personnel, des frais d'achat de petits matériels ou des frais d'amortissement de gros matériel. Vous pouvez aussi accoler des investissements non récupérables, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément, où on ne prendra pas en compte que l'amortissement parce qu'en fait, ils ne serviront que au projet. Voilà, et puis vous avez les frais de mission aussi, de déplacement, des choses comme ça. Voilà, voilà. Je pense que, je vois contractuel, bien sûr, tout ce qui est prestations intellectuelles, prestations de services, d'analyse, tout ça, c'est éligible également. Dépenses, là, c'est les dépenses pour les centres de recherche. Eh bien, de la même façon, en fait. C'est quasiment la même façon de procéder, sauf qu'on parle en coût additionnel, donc vous n'avez pas les frais forfaitaires, si je ne me trompe pas, sur le personnel. Voilà, tout simplement. Ouais, non. Le calendrier, l'appel à projet a été lancé en effet il y a maintenant quelques temps, parce qu'on a déjà, on est, je crois là, à la 3e ou 4e relève, celle qui va arriver au mois d'avril. Alors, bien évidemment, comme pour l'autre appel à projet, vous ne venez pas nous voir 2 jours avant le dépôt, ça ne sert à rien. Il faut venir nous voir parce que rien que nos processus de labellisation prennent en général 1 mois. Donc, venez bien nous voir en amont. On a normalement, pour la relève par exemple du mois d'avril, déjà fait en sorte de… Donc, c'est celle qui est plutôt en gris là. Fait en sorte d'avoir un comité de labellisation qui va se présenter quelques jours, voire semaines avant le dépôt, qui sera le 24 avril. Donc, par exemple, à l'exemple de Valorial, nous, on fait ça le 17 avril. Je ne sais pas pour mes collègues des autres pôles, mais voilà, le 17 avril. Donc, du coup, il nous faut au moins les dossiers début avril, quoi. Donc, c'est ce qui est écrit là. Vraiment, la labellisation, il faut que vous veniez nous voir à minima, février-mars. Voilà. Et puis, si vous avez besoin de conseils sur votre dossier, c'est pareil, dès maintenant qu'il faut venir nous contacter. Voilà. Et puis, on vous accompagne jusqu'au dépôt à 24 avril. Sachez, pardon, ce calendrier me permet de dire aussi que il est assez pratique cet appel à projet parce que vous avez 2 relèves par an. Donc, du coup, si vous en loupez une, celle du mois d'avril, on peut se concentrer nos forces sur mai-juin pour faire un dépôt tranquille et avisé et complet et de qualité pour le mois d'octobre, le 22 octobre 2024. Voilà. Voilà. Ça décale un petit peu finalement l'instruction et votre financement, mais pas tant que ça. En fait, voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Voilà. C'est bon pour moi. Je pense que ça va Merci être Gwen. Ouais, on va passer à IDEMO national si tu veux bien continuer. Je continue avec plaisir. Donc IDEMO national, pour le coup, on sort les régions du calendrier et finalement un peu des décisions. Donc là, vous n'avez à faire qu'à l'État dans le jugement de votre dossier et dans l'acceptation de votre dossier. Donc, c'est aussi à avoir en tête parce que ça fait moins de proximité territoriale. Donc, voilà, c'est plus compliqué. L'appel à projet, je pense, est plus concurrentiel parce qu'en plus, c'est un dispositif qui peut… déjà, qui n'est pas du tout de la même envergure. Là, on est sur des projets au-dessus de 4 millions d'euros. Donc, vous avez quand même… c'est des projets d'envergure, quoi, voilà. Qui ont par contre la même vocation, hein, produits, services, procédés à forte valeur ajoutée sur le marché. Là, pareil, comme concurrentiel quand même et d'envergure, le travail de démonstration au niveau du caractère innovant est davantage, il faut vraiment s'appliquer à le faire. Il y a aussi un aspect sur ce dispositif qui est filière, hein, c'est-à-dire que votre projet, il faut aussi qu'il ait une valeur ajoutée, alors comme pour les autres, mais là aussi, sur celui-là, beaucoup plus à démontrer pour un caractère structurant pour la filière sur laquelle vous vous positionnez. Et il peut aussi financer des démonstrateurs à l'échelle industrielle ou pré-industrielle, donc il va un peu plus loin peut-être que les autres projets, les autres appels à projets, d'où le fait aussi qu'il permet de financer des projets, je crois, de 4 millions à 50 millions d'euros.
Par contre, on est toujours quand même dans le développement économique, donc il faut qu'il y ait un business model derrière ce projet, voilà, avec des retombées économiques de création de valeur, soit emploi, soit, soit chiffre d'affaires. Merci. Donc les projets attendus, je vous le disais, minimum 4 millions d'euros, avec une maturité technologique. Donc on peut se positionner sur des TRL de 4 à 6, mais ça c'était valable pour les autres appels à projets aussi. Et on peut aller jusqu'à 7 à 9, ça c'est peut-être un peu moins valable sur les autres appels à projets, on peut s'arrêter à 7 souvent. On doit même s'arrêter à 7, on n'est pas dans la pré-industrialisation. Les durées incitatives, donc entre 36 et 60 mois, parce qu'en effet, l'effort financier à fournir étant quand même plus important, on peut aussi avoir beaucoup plus de travaux à mener et donc besoin d'une période beaucoup plus longue. Donc, vous voyez que là, c'est minimum 3 ans jusqu'à 5 ans. Donc, voilà. La différence aussi majeure, c'est que vous pouvez être monopartenaire ou collaboratif. Et je crois, je laisse mes collègues de pôle me corriger, vous pouvez avoir toutes sortes de projets. Un projet monopartenaire, mais donc à minima une PME-ETI, donc c'est un projet porté par une PME-ETI toute seule. Ou alors vous pouvez avoir des projets collaboratifs, mais je crois collaboratifs, pas forcément avec un académique. Ça peut être plusieurs entreprises entre elles, maximum 6 partenaires. Voilà. Les critères d'éligibilité, c'est des projets répondant aux conditions précitées au niveau des budgets TRL, durée et consortium, bien évidemment. Des projets ayant pour but le développement d'un produit, procédé ou service non disponible sur le marché à fort contenu innovant. J'insiste un peu là-dessus parce que la concurrence est rude, donc il faut vraiment faire une démonstration au cordeau. Projet composé uniquement de partenaires éligibles, bien évidemment, mais ça c'est valable pour les autres appels à projets. Les entreprises qui sont par exemple en défaut au niveau de leur de modèle financier ne peuvent pas être éligibles à des aides publiques. Les partenaires ont la capacité financière de mener à bien le projet et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être regardé parce que c'est des projets quand même d'envergure assez importante. Donc voilà. Et là, la performance environnementale, qui est d'ailleurs demandée sur tous les appels à projets, est aussi à démontrer fortement sur celui-ci. Voilà. Slide suivante, s'il te plaît. Merci. Les critères de sélection, je pense me répéter, mais valent de critères d'éligibilité quasiment parce que pareil, très sélectif. Donc, la composition du consortium, cohérence et pertinence, hein, c'est-à-dire la complémentarité des partenaires va être regardée si projet multipartenaire. L'adéquation avec le marché applicatif, son positionnement, sa différenciation par rapport à la concurrence et à l'existence de produits déjà présents sur le marché. Et donc, l'innovation, par la suite, doit être démontrée au niveau concurrentiel, marché, mais aussi au niveau finalement académique, hein, c'est-à-dire le côté technologique. Capacité économique, c'est encore répété, mais oui, c'est des projets importants, d'envergure importante, donc il faut que les partenaires soient robustes et économiquement et techniquement. Hein, si en tout cas ils n'ont pas toutes les compétences, il faut qu'ils fassent la preuve qu'ils prennent avec eux, soit en prestataire, soit en partenaire, des compétences complémentaires pour mener à bien le projet. Les impacts socio-économiques, hein, voilà, toujours. Et puis la performance environnementale qui, pour le coup, est un document, je crois, approuvé qui est quand même assez poussé, donc à bien avoir en tête quand même au montage du projet. La labellisation par un ou plusieurs pôles est prise en compte favorablement parce que, notamment, qu'en projet collaboratif, si projet monopartenaire, ça peut également être soutenu par les pôles, soit sous la forme d'agrément, soit de label, soit de soutien, ça dépend un petit peu du pôle qui vous accompagne, mais qui peut aussi prouver un petit peu sa capacité technique, sa maturité technique et puis son caractère innovant. Et puis, quand c'est un projet collaboratif avec un académique notamment, n'hésitez vraiment pas à venir chercher une labellisation. Toujours pareil, pas la veille pour le lendemain, parce que ça atteste vraiment du caractère collaboratif de votre projet. Et c'est un vrai plus. Voilà. Slide suivante. Alors, les modalités de calcul d'aide, là, c'est un peu différent parce que BPI est tout seul déjà à vous financer. Il y a pas l'intervention des régions n'est pas là. Donc, bon, pour les organismes de recherche et assimilés, ça va toujours être la même chose, hein, 100% des coûts additionnels, ou ce qu'on appelle aussi marginaux, ou 50% des coûts complets. Et puis, par contre, pour les entreprises, donc là, vous avez, pareil, les petites entreprises, moins de 50 salariés et moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, je crois. Les ME, c'est celles qui sont jusqu'à 250 salariés, 50 millions de chiffre d'affaires ou 43 millions de haut de bilan. Et puis, les grandes entreprises, c'est toutes les autres qui ne répondent pas aux catégories précitées. Et donc là, on va plutôt séparer vos dépenses, vos types de dépenses en plutôt recherche industrielle ou plutôt développement expérimental. Et en fonction de la catégorisation de ces dépenses, vous serez aidé avec les pourcentages qui sont inscrits là dans le tableau et vous serez aidé en général pour tout ce qui va être recherche industrielle à 75% de subvention, le reste en avance remboursable.
et si votre dépense est catégorisée en développement expérimental, jusqu'à 60% en subvention et le reste en avance remboursable. Voilà, dépenses éligibles, ça reste les mêmes globalement. Voilà, salaire, enfin toutes les dépenses qui sont générées par le projet finalement. Donc tout le personnel, les frais de mission, donc de déplacement, d'hôtel, d'hébergement, les coûts de sous-traitance, alors maximum, mais ça c'est valable pour les autres appels à projets aussi, 30% maximum des coûts du projet, parce que si ça dépasse, on considère que c'est pas vraiment votre projet, c'est plutôt celui de vos prestataires finalement. Donc attention à ça. Les amortissements, les refacturations en interne, les frais comme je disais, de démission, de déplacement, etc. Et les autres coûts d'exploitation directement liés au projet. Voilà, consommables, etc. Petit matériel. Slide suivante, merci. Ah oui, c'est un appel à projet qui est finalement plutôt agréable aussi dans sa façon de procéder, puisqu'il y a des relèves assez régulières, comme vous pouvez voir. Bon, le 30 janvier, je pense que c'est bien trop tard déjà. Enfin, en tout cas, si vous ne nous avez pas contacté, bon courage si vous déposez tout seul d'ici là. Le 26 mars, donc là, il est temps de nous passer un coup de fil si vous souhaitez déposer un projet et qu'il faut le labelliser ou en tout cas le soutenir. Sinon, vous avez d'autres dépôts jusqu'au 16 juillet, qui est la dernière date comment dire, qui existe. Donc, l'appel à projet ne sera plus disponible, je pense, pour le reste de la fin de l'année. Par contre, bon, c'est le 3e. Voilà, je pense que il y a des chances qu'il se rouvre pour 2025. Voilà. Je crois que j'ai fini. Merci beaucoup, Gwen. Et du coup, on va pouvoir passer à la session de pitch avec d'abord la présentation des projets, enfin des idées de projets du moins. On va commencer avec Fourmi. Est-ce que tu peux ouvrir le micro? C'est Marie-Christine de la personne qui doit la présenter? personne, c'est soit Manon Robert, soit Quentin Feutrin. Alors, Manon Robert, ok. Hop, j'ouvre le micro. Voilà, et vous pouvez ouvrir votre micro de votre côté maintenant. Parce qu'on est obligé, voilà, pour les participants, de déverrouiller de notre côté pour que vous puissiez allumer votre micro. Qu'est-ce que c'est bon? Oui, vous nous entendez? C'est super, oui. Allez-y, je vous passe la slide et vous me dites quand changer. Merci. Super. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci déjà pour l'organisation de l'atelier. Donc moi, je suis Quentin Feutren et nous portons avec Manon Robert, le projet Fourmi. Donc c'est une micro-conserverie low-tech dans la région rennaise. Donc en fait, notre projet s'attache à améliorer la souveraineté alimentaire locale par les conserves du coup. Donc, en termes de modèle économique, on va proposer des prestations de transformation auprès des producteurs et également des ateliers et de la pédagogie pour donner accès à tous les publics au savoir-faire de la conserve. Donc, en fait, quand on a bâti notre projet, on s'est bien rendu compte qu'il fallait qu'on rende notre activité pérenne dans le temps, et donc pour ça qu'il fallait qu'on respecte les enjeux de notre siècle, donc à savoir le respect des limites planétaires, de l'environnement, et surtout de savoir travailler avec de l'énergie contrainte. Et donc c'est pour ça qu'on a développé et qu'on a bâti notre projet sur 2 innovations. Donc là, je vous invite à passer à la diapo suivante. Donc sur l'innovation, une première innovation qui sera technologique, elle, est basée sur les low-tech, un mouvement qui est en train de se développer. Concrètement, pour nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de développer des procédés de réalisation de traitement thermique donc pour l'agroalimentaire avec de la concentration solaire, donc comme vous pouvez voir sur la photo là. Donc c'est une solution qui permet de nous affranchir de l'approvisionnement en énergie. Par contre, il faut qu'on apprenne à travailler avec une énergie intermittente. Donc, cette innovation, elle appelle 2 enjeux, donc de savoir travailler avec une énergie variable, et donc il va falloir qu'on apprenne à maintenir les qualités organoleptiques de nos produits et évidemment qu'on assure la sécurité des aliments. Mais en fait, cette intermittence au niveau de l'énergie, elle implique également d'innover plutôt au niveau organisationnel. Évidemment, la première critique qu'on nous fait, c'est que quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de production, et c'est bien vrai. Et donc, du coup, il faut qu'on apprenne et qu'on planifie toute l'activité autour de la disponibilité en énergie.
Donc voilà, en fait, le projet, c'est d'éprouver la technologie et de bâtir le modèle économique qui sera adapté. Et à terme, on a pour ambition d'estaimer nos solutions au niveau de l'échelle nationale pour pouvoir permettre à tous les territoires d'avoir leur micro-conserverie low-tech au service des souverainetés alimentaires. En termes de calendrier, aujourd'hui, donc on est déjà un peu parti dans l'expérimentation. On se donne jusqu'à mai 2024 pour valider la preuve de concept. Ensuite, on prototype de mai à juin et on enchaîne par la création de recettes à partir de l'été 2024 pour une durée de 1 an environ. Donc voilà, aujourd'hui, nous, on cherche des partenaires pour participer au projet. Donc, que ce soit des partenaires financiers, des gens qui veulent nous accompagner en termes de compétences ou de matériel. Voilà, bref, toutes les aides sont les bienvenues. Et puis sinon, d'une manière générale, si vous avez un projet avec des problématiques similaires, écoutez, on serait ravis d'en échanger avec vous. Donc, je pense que j'arrive au bout des 2 minutes, donc je vais redonner la parole. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à bientôt du coup. Belle journée à tous. Parfait, merci beaucoup et je vous invite donc du coup à couper votre micro. Merci pour cette présentation. Du coup, on va passer à Odyssey Lab. Marie-Christine, je ne sais pas si la personne est là. Et donc, c'est Diane Desquer et j'ai normalement déverrouillé son micro. Est-ce que vous m'entendez? Bon. Oui, c'est parfait. Allez-y. Merci. Super. Du coup, nous, dans Odyssey Lab, on est une startup qui a été montée en début d'année dernière pour développer des solutions autour des îlots de fraîcheur. On vient d'un distributeur breton qui s'appelle Hortibraise, et donc on a développé une partie innovation qui est représentée par Odyssey Lab pour trouver des solutions autour de l'eau et du végétal pour plus de biodiversité, et notamment dans les villes. Parce qu'on voit qu'avec le changement climatique, il y a des îlots, on commence à parler des îlots de chaleur urbain, et donc comment lutter contre ça. Qu'on a développé une première solution qui est à destination notamment des toitures végétalisées, avec une nappe qu'on déroule au-dessus du toit qui va permettre de faire le drainage de l'eau pendant les périodes pluvieuses et d'aller les stocker dans des cuves de stockage. Et également, dans cette nappe sont intégrés des tuyaux de goutte à goutte qui vont permettre de réutiliser l'eau stockée pendant les périodes d'été, donc de manque d'eau, et de restituer l'eau à la végétalisation en place. Donc ça, c'est un produit qu'on a développé, qu'on a testé, qui est en phase de commercialisation. Et par contre, l'intérêt qu'on a par rapport à ce type de présentation, c'est pour développer d'autres solutions autour des îlots de fraîcheur. Donc, qu'on puisse, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir assembler des solutions et des compétences avec les sociétés du réseau pour pouvoir créer des îlots de fraîcheur urbains. Alors là, on a développé sur la partie toiture végétalisée, mais ça peut être également des jardins de fraîcheur qui puissent être mobiles sur les places pendant l'été, des jardins de fraîcheur qui puissent être utilisés pendant des événements sportifs ou musicaux ou autres pendant l'été. Voilà, on a vraiment plein d'idées et donc on recherche des partenaires, soit des collectivités qui seraient en demande pour pouvoir de la même manière affiner le cahier des charges, tester le produit, des paysagistes ou des pépiniéristes qui ont aussi la compétence et la production du végétal pour pouvoir sélectionner la palette variétale adaptée, des solutions de gestion de l'eau et des centres de recherche pour évaluer l'impact des solutions développées de manière un peu plus approfondie. Voilà, donc on a pour la présentation, en tout cas, des projets qu'on a chez Odyssey Lab. Un grand merci. Merci beaucoup. Alors, je suis en train de chercher le prochain intervenant pour la société Cival Solutions. Madame Desca, je vous invite à couper votre micro, du coup, si ce n'est pas déjà fait. Alors, c'est soit Roger Ledréau, soit Émilie ou Dimitri, mais je ne les vois pas. On est en train de chercher. Je ne vois pas non plus. Alors, ce que je vous propose de faire, si jamais il y a quelqu'un de la société Cival Solutions qui est connecté, merci de mettre un petit mot dans la boîte questions
Comme ça, nous, on saura retrouver après dans la liste des participants. Et du coup, on va passer au pitch de compétences, si ça vous convient. Et on reviendra si jamais la personne se connecte. Et on commence par... Ouais, vas-y. Par Jérôme Simon de l'Institut Maupertuis, donc je vais décocher son micro. Jérôme. Alors, le micro est vert, mais on ne t'entend pas. Toujours rien. Hop, est-ce qu'on passe à 3D texte le temps que Monsieur Simon puisse voir pour son micro? Ok, je déverrouille le micro de Alban Gaulier. Alors, est-ce qu'on aura plus de chance avec... Oui, bonjour. Ah, super. Allez, c'est parti pour 3D Vous texte. m'entendez bien? Oui, Okay. c'est parfait, merci. Donc bonjour, moi je voulais vous présenter 3D Texte, donc, qui est une entreprise qui produit des produits textiles, donc soit dans l'habillement, donc pour produire des pulls et des bonnets, mais aussi dans le technique. Donc dans le technique, on peut développer donc différents produits, comme des produits médicaux, genouillères, manchons. Donc dans l'industrie, on peut aussi faire des produits textiles protecteurs de pièces, par exemple, ou des EPI, donc comme des cagoules ou des gants. Dans la mobilité, on développe donc des coiffes de siège automobiles. On peut aussi travailler sur de la bagagerie. On peut faire donc des tiges de chaussures et on peut aussi donc travailler sur des textiles qui seront des renforts tricotés de composite. Donc notre technologie s'apparente à une imprimante 3D en fait pour textile, dans lequel on va oublier donc l'étape de couture et on va pas fabriquer de déchets. Donc ça, en fait, ça va nous permettre donc de créer un textile intelligent, écologique, respirant, adaptable aux formes, résistant, donc sans zone de faiblesse et léger. Donc 3D Texte est une usine qui produit, mais on travaille aussi sur des projets un petit peu plus R&D. Et c'est pour ça qu'on vous présente donc l'entreprise. Donc n'hésitez pas à nous contacter donc pour toute demande d'information. Et si vous souhaitez donc développer un produit textile technique sans couture à la pointe de la technologie et de l'ère de la relocalisation et du respect de l'environnement. Voilà. Merci. Un grand merci. Alors, est-ce que c'est bon pour Monsieur Simon ou pas? Votre micro est toujours ouvert. Hop, ça n'a pas l'air. Donc, je propose du coup de passer à Adventiel. Alors, Adventiel, et donc ça va être Gabriel. Hop. Gabriel, il est là. Je déverrouille son micro. Bonjour à tous, vous m'entendez? C'est parfait. Bonjour Gabriel. Bonjour, merci. Alors oui, je pense que vous pouvez avancer un petit peu, il doit y avoir des animations dans le diaporama, voilà, exactement, qui fait que tout ne s'affiche pas à l'écran, et voilà, c'est parfait. Donc oui, Gabriel Van Stenberg, je travaille pour le groupe Adventiel, qui est une entreprise de services numériques qui est spécialisée dans la conception et la réalisation de solutions numériques pour les acteurs du monde agricole et agroalimentaire. Donc ça veut dire qu'on va concevoir pour nos clients des solutions qui vont prendre la forme de portails intranet, extranet, d'outils d'aide à la décision, d'applications terrain ou réaliser pour eux des preuves de concept. Et on va être positionné sur l'ensemble du cycle de vie du projet. Donc très en amont du développement de la solution, sur la partie conseil, où on va travailler avec nos clients sur le cadrage fonctionnel et technique de la solution à réaliser, donc sous la forme de cahier des charges. Et on va réaliser aussi en amont des développements, des maquettes, un prototype dynamique de la solution, avant de passer au développement de la solution cible. On a aussi des équipes de data scientists qui ont un bagage d'ingénieurs agronomes pour la plupart, qui vont travailler sur des sujets d'exploration de données et qui vont créer aussi, en fonction des besoins clients, des modèles d'intelligence artificielle pour diagnostiquer, prédire et anticiper des événements. Et on va travailler aussi, on a un data center dans nos locaux, dans notre siège de Rennes, pour héberger la solution et les données qu'elle contiennent de nos clients. On a un service R&D qui est transversal à tous ces domaines d'activité pour répondre au mieux aux besoins rencontrés par nos clients. Et on travaille déjà aujourd'hui sur plusieurs travaux de R&D, aussi bien avec des entreprises publiques que des entités privées.
sur des sujets de monitoring vidéo et sonore en bâtiment d'élevage, sur de l'analyse d'images satellitaires, sur des créations de modèles d'intelligence artificielle pour interpréter aussi des images. Et on travaille aussi sur un consortium pour travailler sur quels vont être les nouveaux usages qui vont s'offrir à nous avec l'apparition de la 5G. Donc si vous avez des sujets que vous avez identifiés sur lesquels on pourrait travailler ensemble, ben, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Un grand merci. Merci beaucoup et je vous invite du coup à couper votre micro. Et du coup, on va passer au CEATech. Il me semble. Est-ce que c'est bon pour toi, Marie-Christine? Je viens de déverrouiller le micro de Marie-Jasparu-Loire. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui, c'est parfait, allez-y. Parfait. Donc, je suis Marie-Jasparu-Loire, je suis responsable des partenariats industriels au niveau du CEATech Bretagne. Et donc, le CEA, c'est un organisme public de recherche et de développement technologique. Donc, nous développons des technologies de rupture dans de nombreux domaines. Et donc, nous ne sommes pas en concurrence avec les produits commercialisés, car nous apportons des briques technologiques qui sont manquantes et nous les apportons à nos partenaires équipementiers qui vont ensuite donc les intégrer, ces briques, à leurs produits, les commercialiser et répondre ainsi aux besoins de leurs clients. Donc l'entité bretonne, elle est basée à Quimper. Les locaux dans lesquels je suis ont été inaugurés durant l'été 2019 et nous avons une spécificité puisque nous nous adressons en priorité et principalement aux acteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Donc sur la slide, vous pouvez voir quelques-uns des domaines d'intervention du CEA au niveau des acteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Donc, nous avons tout ce qui est traçabilité et sécurité sanitaire des aliments, l'optimisation des procédés. Donc, ça peut être avec une problématique vraiment qui est actuelle de tout ce qui est réutilisation de l'eau, diminution des consommations. Mais nous avons aussi des actions sur l'agriculture de précision avec la qualité de l'eau, de l'air et des sols, la détection aussi des pathogènes ou la réduction des intrants. Et enfin, nous travaillons aussi sur l'efficacité énergétique avec tout ce qui est énergie renouvelable, récupération de chaleur fatale, le stockage aussi de l'énergie. Donc au niveau de Quimper, nous avons une plateforme technologique qui est dédiée aux problématiques en agriculture et en agroalimentaire qui s'appelle TECPA. Donc TECPA pour technologie pour la qualité des productions alimentaires et qui est vraiment sur les 3 premiers enjeux. Donc, ça va être tout ce qui est, pour me répéter peut-être un peu, sécurité sanitaire des aliments, régulation des procédés agroalimentaires, donc analyse, donc tout ce qui est qualité eau, air, sol, bien-être animal et aussi tout ce qui est aide à la décision. Et sur cette plateforme, nous prenons vraiment en compte toutes les contraintes du partenaire, c'est-à-dire ses cadences, les matrices spécifiques, tout ce qui est sécurité aussi, et bien sûr les coûts. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaie d'être le plus succincte possible. C'est parfait. Merci beaucoup. Je vous invite à couper votre micro du coup. Merci beaucoup. On va enchaîner avec Tostakit. Alors avec Philippe Caudal, que je ne trouve pas non plus. Il y a également Anne Thomas dans les contacts. Je ne sais pas si Madame Thomas est là. Il me semble que oui, je déverrouille son micro. Activé. Bonjour à tous. Madame Thomas. Bonjour, oui, c'est bon, on vous entend, c'est à vous. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc, je suis Anne de l'entreprise Tostakit. Donc, on est offreur de solutions numériques pour les TPE, PME et startups qui souhaitent valoriser leurs données et développer et accélérer leur innovation. Donc, chez Tostakit, ce qui nous plaît, c'est combiner vos compétences métiers avec nos compétences pour un objectif de résultat. Donc, nos compétences, donc les mathématiques, la géotechnique, le traitement du signal, la vision par ordinateur 2D et 3D et l'intelligence artificielle. En exemple de travaux de recherche et développement déjà réalisés, donc en la création et développement d'architecture de systèmes informatiques, en l'intelligence artificielle, donc le clustering, classification et régression. En termes de données, cela comprend les images,
les données quantitatives et les séries temporelles. On a également en fait des exemples de travaux donc dans la manipulation, l'extraction et la classification d'objets dans un nuage de points 3D. Voilà. Je vous remercie et n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Merci beaucoup. Merci. Pareil, je vous invite à déconnecter votre micro, s'il vous plaît. Et on va passer au dernier pitch compétence, c'est la société Tronico. Alors, avec Anthony Derame, et j'ai activé son micro. Ah, Anthony, c'est bon? c'est vert. C'est vert sans son. Hop. A priori, le même petit souci. Alors, ce qu'on peut faire, je crois que c'est bon pour l'Institut Maupertuis. Est-ce que je reviens en arrière pendant ce temps, le temps que le problème Alors, de je micro puisse vais être activer réglé? le micro de Jérôme. Bonjour, oui, c'est bon pour moi. Cette fois-ci, ça a l'air de fonctionner. Vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Merci. Donc, merci pour cette intervention. Donc, l'Institut Maupertuis, nous sommes situés à Rennes et nous sommes un centre de développement de procédés industriels innovants depuis plus de 20 ans maintenant. On accompagne l'innovation, produits procédés et en fait, on intervient sur un taux de maturité de plutôt 3 à 8. Et sur des sujets autour du laser et de la fabrication additive métallique et du soudage par friction malaxage. En fabrication additive métallique, on intervient sur des procédés fils métalliques, soit fusion arc électrique, soit fusion laser, donc WAM ou VLAM, et sur des matériaux comme le titane qui se fait en cellule inertée, l'inox également, l'acier et l'alu. Quelques exemples de pièces où on part d'un support et on monte les pièces. Donc, et le soudage par friction malaxage, on a développé une technologie qui s'appelle le static shoulder et également le static corner shoulder, c'est-à-dire qu'on vient souder en angle. C'est un procédé de soudage en phase solide qui permet de souder tous les types d'aluminium, même les séries 2000 et 7000 qui sont dino-soudables avec des procédés conventionnels, et qui est une soudure continue étanche, qui permet aussi de faire des circulations d'eau froide pour les refroidissements d'électronique de puissance. Et on a développé, comme vous voyez sur les photos, donc une électrobroche qui se met sur robot, forte charge, puisque c'est un procédé qui nécessite beaucoup de pression sur la matière. Donc c'est un pion de rotation avec un épaulement. Habituellement, sur le procédé standard, le pion d'épaulement tourne, il n'y a que le pion qui tourne, l'épaulement est fixe, qui fait une soudure très propre et qui permet là maintenant de faire des soudures en angle pour souder des renforts sur des tôles, donc de manière verticale, en T. Et donc c'est une soudure qui est très résistante puisqu'en fait on a une rupture qui se fait en dehors de la zone de soudure. Voilà pour ces présentations succinctes un petit peu de nos procédés, mais n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous sommes situés donc à Bruges, donc, au sud de Rennes. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Je vous invite à déconnecter votre micro. Est-ce que c'est bon pour Tronico? Alors, Anthony Derame, son micro est vert, Anaïs. Est-ce que vous pouvez essayer de parler? Non. Ça doit être dans les paramètres audio. Alors, j'ai une main levée de Jean-Bernard Idwap. C'est pas la même société à tout hasard? Si jamais c'est le cas, il ne faut pas hésiter à mettre des petits mots dans le bloc questions, parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas les voir sinon. Mais la main a été baissée, donc je ne pense pas que ce soit ça. Alors, il y a une main levée de Anthony. Alors, dans le chat, peut-être. Est-ce que, du coup, on va peut-être revenir, parce que je vois que Roger Ledréau a réussi à se connecter. On va peut-être revenir au pitch projet de Cival Solutions. Ok, j'active le micro, Anaïs. Merci. Et on va passer donc à Roger Ledréau, que je vois. Donc, j'active le micro. Vous pouvez essayer du coup de l'allumer si c'est bon pour vous. Hop.
Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Là, je vous Eh ben, entends. super. C'est à vous. Bonjour. Alors, je présente Stival Solutions, et en effet, qui est une société qui propose des solutions de traitement d'eau à partir d'eau de mer, notamment pour l'irrigation de la bande côtière, des villes qui sont en souffrance sur l'approvisionnement en eau non potable pour les applications diverses telles que le nettoyage des villes, l'irrigation des espaces verts et bien d'autres applications telles que les pompiers et autres. Et nous avons l'aptitude chez Stival Solutions de proposer effectivement une revalorisation de la saumure, d'autant plus que le système que nous préconisons va produire 80% d'eau douce et récupérer 20% de saumure à forte concentration. On parle d'une saumure entre 180 grammes de sel par litre à 250 grammes de sel par litre que nous allons essayer de porter à saturation par évaporation solaire avec des concentrateurs solaires. Ça nous permettrait effectivement de pouvoir avoir une solution à zéro déchet si application à partir d'eau de mer. Autrement, nous avons récemment été très souvent sollicités par des industriels pour proposer de la valorisation de leurs eaux usées, surtout ceux issus de l'agro-industrie. Je m'explique. Des digestats à forte concentration d'ammonium peuvent être revalorisés pour en faire effectivement des produits d'intrants dans les fertilisants agricoles. Voilà. Autant de solutions qu'on peut créer autour de la formulation des déchets agricoles, surtout des eaux, et à partir d'eau de mer. Et donc, nous recherchons effectivement une commune ou des industriels en bordure de mer ou en situation de difficulté avec leurs eaux usées, mais fortement chargées en différentes matières, de pouvoir travailler avec eux pour la valoriser. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, effectivement, vous pouvez voir que nous avons fait des démonstrateurs à Saint-Guénolé déjà il y a quelques années, avec des applications qui étaient notamment orientées vers l'eau de consommation humaine. À partir d'eau de mer, on pourrait effectivement dessaler et reminéraliser cette eau-là à façon pour en faire une eau minérale avec des applications de soda, de limonade artisanale et de soft par infusion à froid. Bien entendu, tout ça pasteurisé et avec l'autorisation pour des applications alimentaires. Parfait. Merci beaucoup pour votre présentation. Je vous invite à déconnecter votre micro. S'il y a des questions, on reviendra vers vous. Très bien. Merci. Merci. Alors, allez, dernier essai pour Tronico. Est-ce que c'est bon pour Monsieur de Rame? Alors, j'ai activé le micro d'Anthony. C'est vert à nouveau. Excusez-moi pour les passages de slides un peu rapides. Allez, si c'est pas bon, on va devoir passer. Après, voilà, il y a une deuxième session le 31. Peut-être qu'on pourra éventuellement repositionner Tronico à cette occasion. Si ça vous va. Une question de Monsieur Jean-Bernard Idouap. Voilà. J'invite tous les pôles à peut-être se reconnecter, voir s'il y a des questions qu'on puisse y répondre. Peut-être mettez vos caméras sur cette dernière étape. On a 3 questions. La première était de savoir quel pôle de compétitivité s'occupe de l'eau au sens large en région. Alors, je pense qu'on est plusieurs, parce que on n'a pas un pôle pour les eaux terrestres. En revanche, par exemple, au niveau du pôle mer, dans notre feuille de route, on a un continuum terre-mer. Donc, étant donné que l'océan est réceptacle, évidemment, on peut avoir, en fait, ça va dépendre vraiment du sujet du projet et à quel point ça rentre dans notre feuille de route. Donc, pour une partie, ça peut être le pôle mer. Voilà, après, je suppose en fait, je suis d'accord. Ça dépend de l'innovation qu'il y a dans le projet. Est-ce que c'est une innovation, par exemple, d'industrie pour traiter l'eau ou des choses comme ça? Bah, tout dépend déjà de quelle industrie il s'agit, s'il s'agit de Airbus, s'il s'agit d'une industrie agroalimentaire, etc. Parce que du coup, ça sera potentiellement Valorial, Vegipolis, Imagereso. Enfin, en fait, ça dépend vraiment de l'innovation qui est travaillée dans le projet, quoi. Oui, je suis d'accord avec les collègues. Si, par exemple, c'est l'utilisation de l'eau pour les productions végétales, pour l'irrigation ou de l'usage reuse pour des productions végétales, nous, on va être pertinent. Par contre, si c'est pour l'optimisation de l'usage de l'eau dans des usines, qu'elles soient alimentaires ou pour de la santé, matériaux, équipements, là, ça va être
Valorial, Atlampol Biothérapie, EMC2, ID4CAR, enfin, tous les autres, je pense qu'ils vont être pertinents. Après, j'imagine, c'est pareil, si c'est sur l'optimisation de la quantité d'eau apportée grâce à des outils numériques, bah, c'est pareil, en fonction du domaine appliqué, ça va peut-être être Imager Réseau qui sera pertinent à voir, quoi. Donc, pas un pôle en particulier, mais plein de solutions quand même. La deuxième question qui revient souvent, est-ce que les organismes académiques doivent aussi être régionaux? Ça veut dire en fait qu'en gros, ouais, voilà, tous les partenaires doivent être dans les régions. En fait, si c'est sur l'appel à projet innovation collaborative, ben, il faut que ce soit que des acteurs bretons, qui soient entreprises ou laboratoires. Après, vous pouvez avoir un laboratoire qui ne soit pas basé en Bretagne dans le projet, c'est juste qu'il ne bénéficiera pas de financement breton et qui devra monter une demande de subvention dans sa région, quoi. Et pour IDEMO, bah après, ils peuvent être, tant qu'il est dans la enfin, ça peut être dans n'importe quelle région, après avoir le cahier des charges, en fait, appliqué à la deuxième région, quoi. Et si je peux me permettre, un laboratoire académique isolé dans une région avec des industriels et des entreprises privées dans une autre région n'est pas la conformation idéale pour un financement facile. Voilà. Puisqu'en fait, une région qui va financer un laboratoire avec des retombées dans une autre région, ça, c'est compliqué. D'où l'intérêt peut-être d'aller sur IDEMO, que l'État est dans la... Mais par contre... Et une dernière question plus pratique concernait effectivement la possibilité de faire des pitchs complémentaires, mais donc ça pourrait être fait sur la deuxième session du 31, puisqu'il y a une deuxième session. Alors, puis après, n'hésitez pas, juste pour ça, il y a tous nos contacts, hein, on va vous envoyer la présentation à l'issue du webinaire, il y a tous nos contacts, donc si vous avez voilà, une idée de projet, vous voulez vous positionner, vous voulez qu'on vous trouve des partenaires, vous nous contactez évidemment, et voilà, on assure le SAV hein, pour tout le monde. Il n'y a pas d'autres questions? Alors, j'ai Anthony Teram. Je ne sais pas si vous avez essayé de mettre une question ici. Vous n'y arrivez pas. C'est Tronico. C'était le présentateur de Tronico. Ah, bon, bah c'est bon. Alors, on n'a pas d'autres questions. On vous laisse encore une petite minute au cas où. Après, on le prend bien, c'est qu'on a été très clair. Tout à fait. Et vous n'hésitez pas effectivement à nous adresser vos questions, on peut y répondre aussi ultérieurement. Allez, ça n'arrive pas. Je vois qu'il y a une main levée, mais qui se rebaisse. Je ne sais pas. Je vous propose de clore le webinaire du coup. Vous n'hésitez pas à prendre contact. Pour ceux qui le souhaitent, il y a une deuxième session la semaine prochaine. Il me semble que c'est mercredi ou mardi, je ne sais plus. Mercredi. Mercredi. Donc, vous n'hésitez pas, pareil, à passer le message autour de vous si jamais vous avez des entreprises ou des laboratoires qui seraient intéressés pour en savoir plus. Et sur ce, merci à tous les collègues des autres pôles et puis bonne journée à tous. Bonne journée, merci. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.